Il existe trois types de référendums. Tout d'abord, le référendum législatif, qui est prévu à l'article 11 de la Constitution et qui permet au président de la République, sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre au peuple un projet de loi qui peut porter sur différents sujets, comme l'organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et les services publics qui y concourent, ou l'autorisation de ratifier un traité international. Par exemple, pour le mariage pour tous, le référendum ne serait pas possible, car cela n'est pas démocratique, puisque cela n'entre pas dans les domaines que nous avons évoqués précédemment. Également, il y a obligation depuis 1995, si le référendum est organisé par proposition du gouvernement, de faire une déclaration suivie d'un débat devant chaque assemblée. Si le résultat du référendum est négatif, un délai de 2 ans, suivant la date du scrutin, est nécessaire avant l'adoption d'une nouvelle proposition portant sur le même sujet. Le référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des parlementaires, soutenu par au moins un dixième des électeurs inscrits. L'initiative appartient aux parlementaires, le soutien de simple électeur n'étant qu'une condition supplémentaire à cette initiative. De ce fait, le mécanisme ne peut pas être qualifié de référendum d'initiative populaire. Quant à lui, le référendum d'initiative populaire existe en Italie, en Suisse, en Autriche, au Liechtenstein, quelques États américains, quelques pays fédéraux allemands, en Lettonie, en Slovénie, en Croatie et même au Venezuela. Il est caractérisé par le fait que l'initiative appartient au peuple, qui peut porter sur différents domaines, autant législatifs que constituants. Une initiative populaire est un mécanisme de démocratie directe qui permet à un certain nombre de citoyens, par pétition, de saisir une assemblée législative ou le peuple par référendum afin qu'il statue sur une proposition de loi. Un référendum de ce type est prévu par le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009. 1 million de citoyens issus d'un nombre significatif d'États de l'Union européenne peuvent inviter la Commission européenne à soumettre une proposition de texte européen sur une question qu'ils estiment nécessaire. Enfin, il y a le référendum constituant, qui est prévu à l'article 89 de la Constitution et par l'initiative du président de la République ou des assemblées. Il permet la modification de la Constitution. Ce référendum intervient après le choix des modifications que la Constitution va subir, votées par les deux assemblées. Si la réponse est positive, la révision est adoptée. En plus de ces trois types de référendums, il existe pour la France ce que l'on appelle le référendum décisionnel local. Depuis le 28 mars 2003, toutes les collectivités territoriales ont la possibilité de soumettre à leurs électeurs tout projet de texte relevant de sa compétence. Le référendum est supposé permettre aux citoyens d'exprimer leurs préférences. Seulement, le référendum est un choix entre deux réponses, le oui ou le non. Ce qui veut dire que l'on ne peut jamais répondre oui mais ou est à peu près d'accord. On doit accepter le projet de loi dans son intégralité, même si nous ne sommes pas d'accord avec certaines idées. En effet, le référendum est problématique en France, car historiquement mal utilisé. Il a souvent été lié au pouvoir autoritaire, que ce soit durant l'époque napoléonienne ou sous De Gaulle. 4 référendums ont été organisés sous la présidence de ce dernier, et à chaque fois, le général De Gaulle mettait en jeu sa démission. Il a d'ailleurs tenu sa promesse en quittant l'Élysée en 1969, lorsque les Français répondent non à sa volonté de réformer le Sénat. Il y a toujours eu cette idée de « c'est moi ou le chaos », comme lors du référendum du 28 septembre 1958. En effet, ce référendum a été proposé sous la présidence de René Coty et du gouvernement dirigé par Charles de Gaulle. Il demandait aux Français de ratifier le projet de constitution, préparé par le Comité consultatif constitutionnel et le Parlement, sous l'égide de Michel Debré et du président du Conseil, le général de Gaulle. Ce texte posait les fondements de la Ve République. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, sur les suffrages exprimés, le oui l'emporte avec environ 83% contre 17% des votes pour le non. On peut voir aussi que par rapport au vote, il y a environ 1% de votes nuls et blancs. Au final, sur les inscrits, il y a environ 66% de oui, 14% de non, 1% de votes blancs ou nuls et 19% d'abstention. Donc il y a eu 80% de suffrages exprimés. Au total, sur environ 47 millions d'inscrits, seulement 38 millions ont voté, ce qui représente donc 9 millions d'abstentions. La nouvelle constitution fut donc promulguée le 4 octobre 1958 et la Ve République proclamée le jour suivant. Les politiques et les médias instrumentalisent le référendum pour renforcer leur pouvoir.
si bien qu'il est difficile d'avoir des débats de qualité, et que, bien souvent, le résultat du référendum a plutôt des allures de plébiscite. Soit le président acquiert une légitimité artificielle, soit au contraire, il perd toute sa crédibilité et devient un président impuissant. De ce fait, le référendum est peu utilisé en France, car potentiellement dévastateur pour l'influence politique du gouvernement. Certains même ont quitté le pouvoir, comme Charles de Gaulle, comme nous l'avons évoqué précédemment. Mais d'autres y sont restés, mais n'ont pas pu y faire grand-chose, car désavoués par le peuple, comme Jacques Chirac en 2005. En effet, le référendum, proposé le 29 mai, était « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ?» Estimant les Français directement concernés par le sujet, le président de la République avait choisi en juillet 2004 de faire ratifier le traité par référendum. Il aurait même pu utiliser la voie parlementaire. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, sur les suffrages exprimés, le non l'emporte avec environ 55% contre 45% des votes pour le oui. On peut voir aussi que par rapport au vote, il y a environ 2,5% de votes blancs ou nuls. Au final, sur les inscrits, il y a environ 31% de votes oui, 37% de votes non, 2% de votes blancs ou nuls et 30% d'abstention. Donc il y a eu 68% de suffrages exprimés. Au total, il y a environ 42 millions d'inscrits, dont environ 29 millions de votants et environ 13 millions d'abstentions. Pour la seconde fois dans l'histoire de la Ve République, le non l'emporte à un référendum. La France, un des pays fondateurs de la construction européenne, devient ainsi le premier pays de l'Union européenne à rejeter le traité constitutionnel, avant les Pays-Bas le 1er juin 2005. La prise de décision peut être influencée par l'image qu'a le président et son gouvernement. En effet, si le président possède une très faible popularité, il y a très peu de chances que le référendum se conclue positivement. Cela peut être influencé par le bilan des actions menées par le gouvernement. Par exemple, en 2005, les Français se prononcent contre la Constitution européenne, mais au final, une grande partie des débats s'est focalisée sur le bilan des politiques du gouvernement Raffarin, ce qui a desservi très largement le camp du oui, et de nombreux électeurs ayant voté non en réaction à la politique gouvernementale, ou sur des thèmes juridiquement étrangers au référendum, comme l'exemple de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Malgré un résultat négatif à un référendum, cela ne garantit pas que le président ou un des acteurs politiques ne reprenne pas la même loi en la modifiant légèrement, puis en la faisant passer sans demander l'avis du peuple français. Le référendum n'est en effet que consultatif, sauf si le résultat est positif. Nous prendrons l'exemple du référendum de 2005, sur la Constitution européenne qui a été refusée. Certains partisans du non considéraient qu'il y avait un risque concernant la durabilité de cette décision. En effet, un vote négatif pourrait être annulé par un second référendum ou par un vote du Congrès. Beaucoup de partisans du non de l'époque, comme le PCF, la LCR, le MPF, mais aussi quelques personnes minoritaires du Parti socialiste, considèrent que c'est ce qui s'est passé lors de l'adoption du traité de Lisbonne en 2007. Ce traité constitue la tentative de sortir de l'impasse institutionnelle provoquée par le rejet des référendums français du 29 mai 2005 et néerlandais du 1er juin 2005 sur le projet de traité constitutionnel européen. Ce nouveau traité, officiellement dénommé Traité de Lisbonne, modifie les traités existants mais ne les remplace pas. Le résultat du référendum n'est pas forcément représentatif de ce que pense le peuple français. En effet, si nous prenons l'exemple de l'abstentionnisme et des votes blancs ou nuls, ces derniers ne comptant pas dans le résultat final, le résultat ne se fait donc que sur le suffrage exprimé, c'est-à-dire possiblement une faible partie de la population. Nous pouvons donc prendre par exemple le référendum du 24 septembre 2000. Les électeurs devaient se prononcer sur la réduction du mandat présidentiel à 5 ans au lieu de 7 ans. En voyant ce diagramme circulaire, nous pourrions nous dire que les 3/4 de la population sont d'avis favorable quant à la réduction du mandat présidentiel. Seulement, comme nous pouvons le voir ici, au final sur les inscrits, il y a environ 18,55% de oui, 6,79% de non, 4,86% de blanc ou de nul, et 69,81% d'abstention. Donc finalement, il n'y a seulement que 25,35% de Français qui ont voté soit oui ou soit non. Au total, sur presque 40 millions d'inscrits, il n'y a que 12 millions de votants, dont 2 millions de votes nuls. Au final, il y a presque 2 fois plus d'abstentionnisme que de votants.
coming up only to hold you under, and coming